Et comment est-ce qu'ils peuvent être unis alors même qu'on sait que les gouvernements européens ont quand même des attitudes un petit peu différentes par rapport à cette question-là, ils ont des sensibilités différentes, et bien justement en produisant un discours dépolitisé, humanitaire, avec des références vagues au droit international, etc., qui ne fâche personne en quelque sorte et qui permet d'atteindre un consensus au niveau européen. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. En conclusion, donc, je dirais que ce discours, évidemment, est un discours qui montre un biais de plus en plus évident en faveur de l'État d'Israël, qui contredit finalement l'ambition européenne, une espèce de modèle pour le monde de propagation du multilatéralisme, du droit international, etc. Et que cette stratégie-là, parce qu'il y a une stratégie politique, eh bien, elle repose essentiellement sur l'idée que Louis Michel, même Louis Michel a exposé il y a quelque temps devant les parlementaires belges qui demandaient ce qu'on allait faire, ce que la Belgique allait faire pour enfin essayer d'appuyer la cause palestinienne et mettre un terme à ce conflit. Il a dit, écoutez, la seule stratégie qui va pour l'Union européenne, c'est celle de l'alignement sur Washington, parce que c'est uniquement à cette condition-là, finalement, que nous serons invités, nous, Union européenne, à la table des négociations. Finalement, l'objectif de l'Union européenne, c'est d'être invité à la table des négociations, d'être reconnu comme un acteur international. Et finalement, je crois que c'est véritablement ça la boussole des Européens aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci, professeur Barbara Delcourt, pour la pertinence de vos propos, pour la clarté des propos que vous avez tenus, l'analyse que vous avez présentée ce soir. En tout cas, la structuration du discours européen est aujourd'hui, face à la question du conflit israélo-palestinien, une structuration inquiétante, puisqu'il y a quelque part aussi une coopération, on peut le dire ainsi, militaire de certains pays européens, dont notre pays, la Belgique, face à un silence complice de l'Union européenne, face à la démission des pays arabes, face à la question du conflit israélo-palestinien, on ne permet pas à un peuple de pouvoir déterminer de lui-même. Et cette attitude sélective de l'Union européenne dans son discours, dans son propos face à la question du conflit israélo-palestinien est inquiétante, elle nous interpelle, et elle montre effectivement qu'on est en rupture catégorique et en distanciation catégorique avec la notion de la paix. Et on peut se poser la question légitime que se posait Pascal Boniface en intitulant son ouvrage « Peut-on critiquer Israël ?» Alors je voudrais passer la parole dans un second temps à la personne qui est à ma droite, donc Madame Nadia Fabre, qui est coordinatrice de l'association belgo-palestinienne, qui est une association de solidarité avec le peuple palestinien, créée il y a à peu près 35 ans, il y a près de 35 ans, et qui milite pour la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien à son territoire. Le droit d'un peuple de pouvoir déterminer de lui-même. Bien sûr, avoir son État, son autodétermination. Droit reconnu par les Nations Unies. Depuis 1997, Nadia Fabre est très active et elle essaye, avec et grâce à un nombre important de membres militants, de pouvoir rappeler la cause du peuple palestinien et porter cette cause à la conscience de chacune et de chacun d'entre nous. Là où on le peut et quand on le peut, aux citoyens, aux médias et aux élus politiques. Avant de céder la parole à Madame Nadia Fabre, je voudrais demander de remplir les classes éventuelles parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes encore debout. Ça peut gêner en tout cas les uns les autres. 2 minutes avant de céder la parole, s'excuse. Je rappelle qu'il y a une autre salle, un autre auditoire qui est réservé, qui est déjà occupé, l'auditoire 1. Il est déjà plein. Ah oui, d'accord. On n'entend pas l'auditoire? Vous ne voyez rien? Alors c'est bon. Je vois qu'il y a des places en fait. Non, j'ai envie de c'est réservé, je sais pas. À côté du. Je ne sais pas pris pour ta tête. En fait, les places qui sont devant les caméras sont réservées.
arriver à côté de monsieur. Oui. Là, il faudrait laisser ces 3 places vides, c'est réservé pour les enregistrements, je pense. Sinon, merci. Ça peut passer alors. Et si je peux me permettre, pour des raisons de sécurité, ne bloquez pas les portes d'entrée et de sortie. Merci à vous. Photo. L'équipe. Attends. Là. Hein? Non, non, non. Alors, on peut reprendre. Merci. S'il vous plaît, on vous demande de ne pas bloquer les essuies. Il y a encore des places de nouveau, s'il vous plaît. Rien, ça marche. Voilà, on est parti pour 15 minutes avec Madame Nadia Fab, qui va nous parler de la réalité du terrain, puisqu'elle rentre très récemment, il y a quelques jours de Palestine, et donc elle va nous parler effectivement du regard par rapport aux institutions européennes sur la question palestinienne, mais en tout cas d'une réalité, un écho qui nous revient du vécu au quotidien. Bonsoir. Donc c'est vrai que j'étais en Palestine il n'y a pas longtemps, donc la première semaine du mois d'avril. Et donc la première fois que j'avais été en Palestine, c'était en 97. Donc ça va faire un peu quelques années. Je peux évaluer d'une part la différence de politique entre ce que j'entendais ou je voyais de ce que l'Union européenne faisait et puis ce qu'on voit sur le terrain, l'évolution sur le terrain. Et donc c'est vrai que depuis le début, l'Union européenne est tentée de traiter la question comme une question humanitaire. Et donc on aide de plus en plus la Palestine, les Palestiniens, parce qu'ils sont de plus en plus dans la misère. Et on arrive à avoir un territoire, un pays, un peuple, qui est un des plus aidés au niveau des financements européens. Les financements au niveau mondial, j'imagine. Donc si on estime sur les 15 dernières années, il y a entre 10 et 12 milliards d'euros qui est envoyé dans les territoires palestiniens. Et les aides n'ont pas cessé d'augmenter depuis les accords d'Oslo. Donc d'un côté, on voit que l'économie elle s'effondre, que la situation sur le terrain s'effondre, que les gens sont de moins en moins autonomes, n'ont plus accès à l'éducation, n'ont plus accès au travail. Et donc, du coup, l'Union européenne dit, ils sont en train de crever de faim, on va leur envoyer des sacs de sucre, des sacs de farine et tout, parce qu'ils sont en train de crever de faim. Mais en fait, ils ne crevaient pas de faim avant. Et il n'y a pas cette idée d'évaluer comment ça se fait qu'on en arrive maintenant, en 2010, 15 ans après les accords d'Oslo, enfin 17 ans après les accords d'Oslo, à trouver qu'en fait la situation des Palestiniens elle va de mal en pire et que tout compte fait, avant Oslo, ils allaient mieux. Parce qu'on leur a donné des territoires de liberté, des territoires d'autonomie, mais qui ne sont pas reliés entre eux, donc ils ont des zones A, B, C, et donc pour séparer les zones A, B, C, il a fallu mettre des checkpoints. Et donc pour aller d'un endroit à l'autre, il faut passer, et puis on ne passe pas, parce que l'armée israélienne décide qu'ils ne passent pas, et puis bon, il y a eu des colonies, et puis il fallait relier les colonies entre elles, et puis autour des colonies, il fallait quand même une zone de sécurité, et puis il faut quand même des bases militaires, et puis il ne faut pas oublier tout l'espace vert et les zones bio et de verdure qu'il y a autour des colonies pour pouvoir garder quand même une qualité de vie. Et donc tout ça fait que 60% du territoire de la Cisjordanie est occupé par Israël.